mais depuis 15 ans, je le répète, je l'ai dit, redit maintes fois, toute utilisation intensive de la planche à billets entraîne une guerre. La fausse monnaie est un mensonge, d'accord? C'est un mensonge. C'est comme la drogue, ils ne peuvent pas s'arrêter. Plus ils impriment de la planche à billets et plus il y a de censure. Les deux, si vous regardez les censures Internet depuis 2008, d'accord? Et le montant des planches à billets, de la fausse monnaie, vous verrez que les deux montent de manière parallèle. Si demain, les boulangers ferment parce qu'ils ne peuvent plus payer le gaz pour faire tourner leur four, c'est fini. Là, vous avez la révolution. Le peuple descend dans la rue, le gouvernement va être renversé. Et croyez-moi qu'on est en train de s'en approcher. Là, on s'approche à grands pas, parce que Poutine, il ne se laisse pas faire. Bonjour Pierre Jovanovic. Bonjour Madame Ying. Et bienvenue à nouveau dans l'émission Esprit français. Je vous remercie infiniment, c'est très très gentil à vous. J'ai été très touché par vos émissions précédentes qui ont eu un grand succès. Ah, merci beaucoup et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler de la crise, des crises historiques, crise déjà financière et après énergétique et ensuite alimentaire. Ce sont trois crises en une seule. En fait, si vous voulez, tout découle de la première crise qui est la crise financière. Ce n'est qu'une extension, si vous voulez, de la dégénérescence d'un système économique qui repose intégralement sur la fausse monnaie, sur la planche à billets. Je dénonce ça depuis des années et des années. Et j'ai même écrit un livre qui s'appelle « La vengeance de la planche à billets ». Nous sommes en train de vivre... j'ai toujours dit, si vous voulez, que... je ne suis pas le seul, hein, mais depuis 15 ans, je le répète, je l'ai dit, redit maintes fois, toute utilisation intensive de la planche à billets entraîne une guerre. Ça a été le cas, par exemple, avec la Révolution française, après la Révolution. Parce que tout le monde vous parle du 14 juillet, mais personne ne sait ce qui s'est passé après. Oui. Ils ont utilisé la planche à billets, un militaire a pris le pouvoir, Napoléon Bonaparte, et Bonaparte a fait la guerre. Voilà. Et il est allé voler l'or des autres pays. Je vous donne un autre exemple. La République de Weimar, à partir de 1919, a imprimé, donc on est en Allemagne, Weimar. En 1919, ils ont imprimé des tonnes astronomiques de fausses monnaies, au point que les gens avaient besoin d'une brouette remplie de billets de banque pour aller acheter du pain, simplement. Que s'est-il passé? Un militaire a pris le pouvoir, Hitler, c'était un militaire, hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a déclenché la guerre. Je vous donne un exemple que vous ne connaissez forcément pas. C'est que la première chose que les Allemands ont fait quand ils sont arrivés à Paris, d'accord, en 1940, le premier endroit où ils sont allés, c'est Banque de France. Banque de France pour récupérer les lingots d'or. Ils ont déclenché la guerre. Je vous donne un exemple encore plus récent. La Yougoslavie. La Yougoslavie de Milosevic. Milosevic était banquier, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Entre autres, il a fait tourner la planche à billets. Au point que vous aviez des billets de 10 milliards de dinars. D'ailleurs, il y a le fameux billet Jovanovic. Hein. Oui, c'est comme Martin. Hein, voilà, c'est un écrivain du 19e siècle. Et c'est un billet de 10 milliards ou de 100 milliards. Je crois que j'en ai quelques-uns ici. Je peux vous en donner pour votre émission. Que s'est-il passé? À un moment donné, il y a eu la guerre en Yougoslavie. C'est globalement, dans 8 cas sur 10, l'utilisation de la planche à billets entraîne la guerre. Que se passe-t-il depuis 2007? La Banque fédérale américaine, la Fed, imprime des trilliards. Ils ont imprimé quasiment 35 trilliards depuis 2007 pour sauver le système financier américain, bien sûr, le leur, et bien entendu anglais, français, européen. Et ils ont déclenché la guerre. Ils ont amené Poutine à faire la guerre. Ils l'ont forcé à faire la guerre. Nuance. C'est très très important pour que tout le monde comprenne ça. Et d'ailleurs, vous avez en ce moment sur tous les réseaux sociaux, ça tourne, vous avez une déclaration de Joe Biden. Si Poutine s'énerve, avec les États baltes, vous mettrez l'extrait, on coupe le Nord Stream. If Russia invades,
that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Que s'est-il passé hier? Le sabotage de pipeline au large du Danemark qui empêche effectivement l'alimentation en gaz, en pétrole, etc., enfin tout le système vers l'Europe. Vous voyez exactement ce qui est en train de se passer, mais dans l'absolu, si vous prenez du recul, c'est toujours la même chose. L'Empire romain, je veux simplifier les choses. L'Empire, au début, si vous voulez, de l'Empire romain, César, Auguste et ainsi de suite, vous aviez une pièce en argent, elle était en argent. On va dire qu'elle était à 90% en argent. Vous aviez une pièce d'or, elle était à 95% en or. Vous arrivez à la fin de l'Empire romain, la pièce d'or, elle était à 80% de cuir et 20% de cuivre, pardon, et 20% d'or. Donc, vous voyez, et Oswald Spengler, qui est pour moi un génie, a établi ça dans les années 30 dans son livre. On va en mettre la couverture. Il a montré que toutes les civilisations tombent à partir du moment où elles utilisent la fausse monnaie pour combler leur budget. Voilà. C'est-à-dire qu'elles impriment trop par rapport à la richesse qui est créée. Voilà. À nouveau, je redonne cet exemple. Sur la création monétaire, vous avez un plombier qui vient chez vous pour installer une machine à laver, il va rester 1 heure et il va vous facturer 100 €. D'accord? Il a créé 100 € de richesse. En théorie, la banque centrale est obligée de créer 100 € de billets. Voilà, et c'est tout. Ils ne peuvent pas aller plus loin. En revanche, ce qui se passe là, c'est que le plombier vient chez vous, il facture 100, mais la banque centrale, au lieu de fabriquer juste 100 € de billets, vous voyez, 5 billets de 20 par exemple, ils vont fabriquer pour 10 000 €. Vous me suivez? Et donc, la monnaie se déprécie, vous obtenez l'hyperinflation. L'hyperinflation après le 14 juillet en France en 1990, l'hyperinflation hyper connue de Weimar, et maintenant vous avez l'hyperinflation. Cette hyperinflation, elle n'a pas commencé avec le Covid, hein, elle a commencé déjà avant. Hein, voilà. Et aujourd'hui, si vous voulez, les banquiers centraux sont obligés de... D'ailleurs, tant et si bien, regardez, la Bank of England, la célébrissime Bank of England, avait dit, il y a encore 6 mois, 7 mois, nous ne ferons plus de planche à billets. Qu'est-ce qu'elle a déclaré? Aujourd'hui même, à l'heure où on enregistre cette émission, finalement, on va imprimer, on va continuer à imprimer, parce que la livre est en train de tomber, et ça risquait de faire exploser la bourse de Londres. Vous voyez? Donc, en fait, ils se protègent, c'est-à-dire que les financiers se protègent eux-mêmes. Ils se foutent de savoir, ils se moquent éperdument de savoir que les classes moyennes ne pourront pas finir le mois. Ils s'en moquent. Ce qui importe pour eux, c'est de sauver les places financières, en l'occurrence la City de Londres, et la bourse de Londres par définition. Voilà. Et justement, quand on parlait de la crise financière, en 2008, vous avez justement annoncé, alerté la crise financière 2008 6 ou 7 mois avant. Oui, en février, je l'ai annoncé, février-mars 2008, d'ailleurs on a toutes les archives. D'ailleurs, tant et si bien, si vous voulez, vous avez des millions de Français qui l'ont vu. Je veux dire, là, personne ne peut m'enlever ça. J'avais prévenu tout le monde. Tout le monde. J'ai même eu des menaces de mort à l'époque, hein, entre février 2008 jusqu'à mars, peut-être même pendant 1 an, j'avais des cinglés. Hein. Oui, vous êtes en train d'empêcher le rétablissement des marchés financiers. Ben oui, j'avais dit aux gens à l'époque, aux Français, achetez de l'or, achetez de l'immobilier, parce que tout ça va prendre une valeur. Que s'est-il passé en l'espace de 15 ans? L'immobilier a été multiplié par 3, voire par 4. Là, j'ai des personnes qui ont acheté pas loin de Paris, le prix de leur maison a été multiplié par 4 par rapport à 2009.
C'est quand même incroyable. Alors, bon, c'est pas la même chose pour tout le monde. Là, j'étais en dédicace à côté de la Baule. Les prix ont explosé par rapport il y a 15 ans. Et ils ont été multipliés par 2 juste en 2 ans. En 2 ans. À cause du Covid. Hein, c'est-à-dire que les gens ont voulu s'installer en province. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en train de... L'immobilier, ce qui s'est passé à Weimar, ce qui s'est passé en Yougoslavie, ce qui s'est passé même à la chute de l'Union soviétique, c'est que les gens, ceux qui ont acheté de l'immobilier, ils s'en sont sortis. Ceux qui ont acheté de l'or, sous Weimar, en Yougoslavie, en Argentine 2001, ils s'en sont sortis, ils s'en sortent toujours. Hein, voilà. Et qu'a dit Bloomberg il y a une semaine, le monde va être divisé en 2. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont pris leur emprunt immobilier pour acheter une maison, par exemple, avant 2022, on va dire avril-mai, et ceux qui ont pris leur emprunt après le mois de mai 2022. Voilà, parce que entre avril, vous allez rembourser, on va dire, 1200 euros par mois hein, sur 20 ans, mais après, juste un mois après, voilà, vous remboursez le double, c'est-à-dire 2400 euros pour le même emprunt, pour le même montant. Et ça c'est Bloomberg qui le dit. Ça, c'est aux États-Unis, c'est-à-dire États-Unis. Mais c'est valable pour tout le monde parce que du coup, on était en taux négatif. On en a parlé ensemble, maintes fois. Hein, on a déjà parlé 2-3 fois ensemble. Je vous ai toujours parlé des taux négatifs et que c'était un drame parce que c'était lié à la fausse monnaie, à la planche à billets. Et aujourd'hui, ben, vous avez le résultat. C'est-à-dire que maintenant, l'hyperinflation est partie et là, ceux qui n'ont pas acheté l'immobilier, ceux qui n'ont pas acheté d'or, encore non, vous pouvez encore acheter de l'or. Ça, c'est encore bon. Mais ils sont perdants, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, mais vraiment très technique, d'accord. L'ambassade des États-Unis à Paris, avenue Gabriel, d'accord, à côté de la place de la Concorde. Eh bien, imaginez qu'elle a été achetée en 1992, ou 13 de mémoire, hein, on vérifiera. Ils l'ont acheté, les Américains l'ont acheté pour le prix d'un lavabo, pour le prix d'un studio. Tout. Parce que la France était en hyperinflation parce que la monnaie, plus personne n'avait confiance en la monnaie. C'est-à-dire que plus il y avait d'hyperinflation, plus ils fabriquaient de planches à billets, ainsi de suite. Et les Américains qui avaient leur propre monnaie, enfin en or, pour quelques pièces d'or, ils ont acheté tout l'ensemble, place de la Concorde, à côté de avenue Gabriel, techniquement. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez des auteurs, des diplomates qui étaient en poste à Paris, qui disaient on a fait l'affaire du siècle. Donc, si j'ai bien compris, parce que je sais que j'ai des amis aux États-Unis, m'a dit maintenant le taux est doublé pour les immobiliers. C'est ce que je viens de vous dire. Oui, parce que le prix déjà le taux d'intérêt a augmenté, c'est pour ça le taux pour les immobiliers c'est encore doublé. Mais apparemment, en Europe, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire... ça va venir, vous inquiétez pas, c'est juste une question de 2 semaines, de mois. Vous savez très bien que tout ce qui se passe aux États-Unis nous arrive avec quelques semaines ou quelques mois d'écart, maximum. Aujourd'hui, en France, moi, il y a des gens qui me disent, qui sont à la Banque Postale, mais dans d'autres, ils veulent retirer 200 euros, on leur demande l'avis d'imposition. J'en ai parlé dans ma revue de presse précédente sur TV Liberté. Non, mais c'est comme si on leur demandait leur thème astrologique. Ouais, vous voyez, on veut votre thème de la semaine pour retirer de l'argent. C'est grotesque. Mais c'est parce qu'ils sont en faillite et ils ne veulent pas donner l'argent des gens. Tant que l'argent des gens reste dans la banque, elle n'appartient pas aux gens, elle appartient à la banque. Voilà. Et c'est le système global. La Banque Postale n'est que le reflet de la situation de toutes les banques, à l'exclusion de la JP Morgan. Oui, JP Morgan. Je vais poser une question... bête. Non, il n'y a pas de questions bêtes. Il y a que les bêtes qui n'osent pas poser les questions. Ok, parce qu'en fait, quand vous dites les banques volent les clients, oui. C'est-à-dire elles gagnent beaucoup d'argent. Ah, stop. Je vais répondre tout de suite. Alors, je vous donne un autre exemple. Ça date de la semaine dernière. Le système bancaire, la Bank of England, a décidé de monter les taux d'intérêt. D'accord ? Donc, ils ont monté les taux d'intérêt à plusieurs reprises. Ok ? Alors, les banques anglaises proposent maintenant aux clients, à tous les clients qui ont de l'épargne, 4%. Ça varie entre 2,8 et 4,1. D'accord ? C'est sur la revue de presse, hein, c'est sur Quotidien, vous pouvez le retrouver sur quotidien.com.
Est-ce que les banques françaises proposent du 4%? Non. Si elles vous proposent du 2, comme les livrets A, c'est le maximum. Elles n'ont pas relevé, donc c'est du vol. Alors que les taux ont été augmentés. Aujourd'hui, la France, le gouvernement français vole les Français de deux façons. Un, par l'hyperinflation. Deux, effectivement, par les taux d'intérêt qu'ils ne donnent pas aux gens, qui ne sont pas remontés. Et je dirais même que les Anglais ont procédé à un vol des Anglais eux-mêmes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils ont annoncé ça au mois de mai ou juin, je ne sais plus, enfin, pendant que les gens étaient en vacances. Et là, fin septembre, là, dans 2 jours, tous les billets de 20 livres sterling et 50 sterling ne seront plus valables. C'est-à-dire que c'est la même opération d'escroquerie phénoménale pour sauver l'économie, mais uniquement de la Banque centrale, qui a été faite en Inde, je crois que de mémoire, c'était en 2016. Voilà. Et les Anglais font la même chose, là ils suppriment, c'est-à-dire que... c'est remplacé par les billets en plastique, quoi. Ils seront pas acceptés, donc maintenant, si votre grand-mère, par exemple, elle a mis de côté, je sais pas, 20 000 livres dans une boîte, et tous les étrangers qui ont de l'argent, etc., ils devront aller à Londres, ils devront rapporter à la Bank of England uniquement, et pas parce qu'ils auraient pu dire dans toutes les banques, monsieur, madame, vous allez dans votre banque, vous donnez vos vieux billets, et on vous donne les neufs en échange. Non, non, il faut aller à la Bank of England, il faut les envoyer par la poste. Vous voyez un peu l'astuce, c'est d'une escroquerie monumentale. C'est normal, c'est la perfide Albion. Voilà. La même escroquerie a été faite par les Indiens, elle a fonctionné en 2016. Ok, donc deuxième partie de ma question, c'est puisque la banque a volé beaucoup d'argent, elle continue, oui, comment est possible que les banques sont aussi en crise, sont aussi en faillite? Donc l'argent volé est parti où? Alors attendez, d'abord c'est too big to fail, je vous rappelle. C'est pas moi qui ai inventé cette expression, c'est le Wall Street Journal, too big to fail. C'est-à-dire trop grande pour tomber. Donc n'importe quelle entreprise, si je sais pas moi, par exemple, la Société Générale, la Société Générale n'était pas une banque, si c'était, je sais pas, la sidérurgie ou un truc comme ça, il y a longtemps qu'elle aurait été mise au tribunal de commerce. Sauf que le gouvernement ne peut pas, parce que l'argent, si vous voulez, c'est ce qui colle la société. L'argent, c'est la colle de la société. C'est elle qui maintient la cohésion de la société. Vous détruisez la cohésion d'une société, vous détruisez la société totalement. Et une nouvelle cohésion se met en place. Exemple, à nouveau, Hitler. Voilà. Ça, c'est ou une guerre. Voilà. C'est ce que vous avez. C'est ce que vous avez en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, elle empêche les gens de retirer leur argent parce que tant que l'argent est sur leur compte à eux, leur bilan est positif. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais pourquoi les banques sont en difficulté? C'est-à-dire ils n'ont pas assez de liquide? Comme ils ont volé quand même beaucoup d'argent. Parce qu'elles ont été... ça, on revient toujours à 2008. On revient toujours à 2007-2008. Je veux dire, j'explique ça dans un livre qui s'appelle Blight Masters. On en a parlé une fois ensemble. Je crois que c'était de mémoire notre première interview. Les banques ont fait des paris absolument colossaux qu'elles ont perdus. Voilà. Elles ont perdu ces paris, elles ont perdu des trilliards, elles ont été ruinées en 2008. Et comme c'était de toute façon... comment dire, ça n'existait pas. Si vous voulez, on vous dit, par exemple, vous avez l'action IBM, elle est à 1 000 €. Donc vous avez vos actions, vous dites, ah super, je suis millionnaire. Et puis le lendemain, vous avez l'action IBM qui tombe à, je dis n'importe quoi, à 50 €, de 1000 à 50. Ah zut, je suis ruiné. Mais tant que vous ne les avez pas vendus, vous n'êtes pas riche. Et oui, ça ne change rien. En revanche, si vous avez acheté vos actions 500 €, là, vous avez tout perdu, déjà. Il faut attendre 10 ans pour que ça remonte. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que dans les temps de crise, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu avec les révolutionnaires français, c'est ce qu'on a vu en Allemagne, etc. C'est à un moment donné, il n'y a plus que l'immobilier et l'or qui parlent. Voilà. On revient à l'essentiel, véritablement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de la spéculation. Parce que quand on spécule, c'est toujours... ça flotte, c'est en l'air. Mais tant que, même si vous avez par exemple 10 millions d'actions, vous, et que vous ne les avez pas vendues, vous n'avez rien.
Vous me suivez? Vous avez juste éventuellement la valeur à laquelle vous les avez achetés, et c'est tout. Demain, Wall Street vole dans les airs, les gens vont être ruinés. C'est pour ça, et je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la Bank of England a décidé, hier ou ce matin, je ne sais plus, de remettre la planche à billets. Et que fait-elle avec sa planche à billets? Vous savez ce qu'elle fait? Elle achète les actions et les obligations à la bourse de Londres, dont personne ne veut. C'est-à-dire qu'en fait, ils maintiennent artificiellement le cours des sociétés. Et pourquoi ils font ça? Parce que, d'une part, la Fed les oblige, les Américains, et pourquoi la Fed oblige aussi bien les Français, les Allemands, etc., enfin la Banque Centrale Européenne à fabriquer de la planche? Parce que tout le système de retraite américain repose sur le fait que chaque Américain est obligé de déposer de l'argent sur un compte qui lui-même est investi en bourse. Mais oui, il n'y a pas de retraite par répartition aux États-Unis. Je vous rappelle qu'ils sont 360 millions quand même. Hein, vous imaginez les trilliards, les centaines de trilliards que ça représente. Donc, tout cet argent des retraites des Américains est en bourse. Si demain la bourse s'écroule, c'est la révolution aux États-Unis, c'est la guerre civile immédiate. Je finis là-dessus, mais je vous donne une preuve supplémentaire. Pourquoi le PDG de BlackRock est venu voir Macron, le PDG américain, que j'avais d'ailleurs interviewé pour le livre Blade Masters. Pourquoi le PDG de BlackRock France a été décoré de la Légion d'honneur, à votre avis? Parce qu'ils ont demandé à Macron, si vous voulez, de prendre l'argent des retraites en France et de quasiment de tout envoyer aux États-Unis. Alors qu'en France, on a la retraite par répartition. Et c'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Ils veulent tout casser. C'est le débat actuel en France. Gabriel Attal a fait des déclarations aujourd'hui même. Les syndicats sont vent debout. On risque d'avoir un affrontement. Et le pire, c'est que si Gabriel Attal, si M. Macron utilise le 49.3, qui est une sorte de viol, hein, c'est le viol du Parlement. Hein, si le Parlement vote non, le gouvernement peut utiliser cette loi, le 49.3, pour passer en force. C'est-à-dire que la loi est votée malgré l'opposition des députés. Voilà. Et donc c'est pour ça que la situation en France aujourd'hui est vraiment... c'est pour ça que tous les syndicats sont vent debout, entre autres. Hein. Voilà. Donc vous comprenez mieux les tenants et aboutissants, mais ça, le grand public ne s'accroche pas avec ça. Voilà. Est-ce que vous réalisez que la politique monétaire n'est même pas enseignée dans les universités, dans tous les étudiants qui font... Moi, je reçois régulièrement des mails. Je suis en 2e année d'économie, 3e année, machin, telle université, etc. J'ai lu votre livre La vengeance de la planche à billets, mais comment ça se fait que personne ne nous a enseigné ça en 3 ans, etc. Ben oui, non, parce que ils sont passés en mode planche à billets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus rien ne repose sur rien. Or, c'est fondamentalement quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Les révolutionnaires français en ont fait les frais 2 fois, hein, c'est pas rien. Weimar est le meilleur exemple. C'est pour ça que les Allemands font la guerre à la Banque Centrale Européenne. La presse allemande insulte régulièrement Christine Lagarde en lui disant c'est Madame Tailleur Chanel qui coûte, je ne sais plus, 150 000 euros par personne en Allemagne. Enfin, vous voyez, ils sont très très violents à l'égard de Christine Lagarde. Je vous donnerai des captures écran. C'est très intéressant. Hein, ils attaquent toujours ces tailleurs Chanel. Hein, d'ailleurs, le vôtre est très joli. Merci. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible que les banques s'écoulent et on perd tout nous l'argent? Non, écoutez, les banques ne s'écrouleront pas tant que le gouvernement ne l'accepte pas. C'est-à-dire, même si d'abord, c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne continue à imprimer. Pourquoi vous croyez qu'ils impriment autant de milliards, de trilliards même? C'est pour le donner aux banques. Mario Draghi a dit on imprimera autant qu'il faut. Je vous résume. Ça, c'était en 2015. Il a dit en 2015, on arrêtera à Noël 2015. À Noël 2015, il a dit on arrêtera en 2016. 2016, la Banque Centrale a dit on continue en 2017. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est en 2022, ils continuent à imprimer. C'est comme la drogue, ils ne peuvent pas s'arrêter. Plus ils impriment de la planche à billets, et plus il y a de censure. Les deux, si vous regardez les censures Internet depuis 2008, d'accord, et le montant des planches à billets, de la fausse monnaie, vous verrez que les deux montent de manière parallèle.
La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Facebook commence a commencé à censurer parce que la Maison-Blanche a dit il n'y a pas d'inflation. Donc, Facebook a dit, chaque fois que quelqu'un disait oui, les prix ont augmenté de 30%, Facebook mettait un message ceci est une fake news. Voilà, mais, voilà, on en est là. Mais c'est normal, hein, parce que le mensonge, la fausse monnaie est un mensonge. D'accord? C'est un mensonge. Voilà. Et donc, par définition, comme ils ne veulent, plus il y a de mensonges de leur part, plus ils veulent censurer. Voilà. Tout à l'heure, tant que vous dites plus, il y a des... Vous connaissez bien ça en Chine, hein. En Chine, ils le savent bien, ça. Hein. La censure, c'est quelque chose d'assez violent. Hein. Et là, quand on regarde, par exemple, en Angleterre, maintenant, l'inflation est dépassée de 10%, peut-être bientôt 20%. Alors, stop. Je vous donne mieux que ça. Je vais vous donner d'ailleurs l'image, parce qu'elle est sur ma revue de presse. Hein. De Box Lunch, pour les lycéens, pour les écoliers. Vous savez, c'est une petite boîte dans laquelle, le matin, quand ils vont à l'école, on leur donne... c'est la gamelle, quoi, ce qu'on appelait en français la gamelle des ouvriers, vous voyez, pour manger à midi, plutôt que d'aller au restaurant, parce que c'était trop cher. Et les écoliers, on leur donne ça aux lycéens, c'est The Lunchbox. The Lunchbox, la Lunchbox, par rapport à il y a 1 an et demi, a augmenté de 70%. C'est pas moi qui le dis, c'est le Daily Mail. Et ce sont tous les Anglais qui l'ont constaté. Voilà, 70%. Sept, 0. Vous avez bien entendu, c'est pas 17, c'est 7, 0. C'est-à-dire les chiffres donnés officiellement, ça peut être... Voilà, ils disent, nous, on a eu 15% d'inflation. Non, en fait, la Lunchbox, c'est le meilleur symbole de la véritable inflation qui touche toutes les classes. Alors, c'est sûr que quand les gens gagnent 20 000 livres sterling par mois, bon, ça, ils s'en foutent complètement, ça ne les affecte pas. Mais le couple qui gagne 5 000, 6 000 à deux, je peux vous dire que ça, plus l'énergie, plus... c'est fini, ils s'en sortent pas. Mais j'ai donné dans ma revue de presse, tenez, ce sont les huissiers de justice. Là, en mois de septembre, ils ont constaté que maintenant, ils vont saisir des couples qui travaillent, les deux, hommes-femmes, ils travaillent tous les deux, mais ils n'arrivent plus à payer les factures parce que l'énergie a tellement augmenté. Et il y a un nouveau phénomène, et ça y est, j'en ai parlé dans ma revue de presse avant que ça se passe d'ailleurs, j'en ai parlé il y a 15 jours, et il y a eu un grand papier dans la presse belge il y a 2 jours, hier, que de plus en plus de boulangeries commencent à fermer. En Belgique, donc c'est à côté, hein, on est à 2 heures de Bruxelles. Là, hein, Et pourquoi? Mais parce que le prix, le gaz, là, vous savez, un boulanger, il fait tourner son four. Voilà, son prix, sa facture a été multipliée par 5, 6, je ne sais pas combien. Voilà. Et donc, au lieu de vendre sa baguette, je dis n'importe quoi, 2,50 €, techniquement, pour s'en sortir, il serait obligé de la vendre 10 € ou 15 €. Vous me suivez? Comme le prix du pain est régulé, donc ils ne peuvent pas augmenter, donc ils déposent le bilan. Sauf que, et alors justement c'est intéressant, si vous mettez une capture écran de l'article que j'ai écrit il y a 15 jours, les révolutions commencent par les boulangeries, quand les boulangeries ferment. Vous me suivez? Parce que la boulangerie, c'est le lien. Vous savez, le premier lien de la société, c'est l'argent. It's money. Moneta, hein, la déesse Moneta romaine. Hein, voilà. Mais le deuxième lien, c'est quoi? C'est le boulanger. C'est le boulanger qui fait le pain. C'est le premier lien. Le troisième lien, c'est l'épicier. Hein, c'est celui qui vend tous les produits. Vous me suivez? Donc, lien numéro 1, col numéro 1 de la société, l'argent. Col numéro 2, le boulanger. Celui qui fabrique le pain. Si demain, les boulangers ferment parce qu'ils ne peuvent plus payer le gaz pour faire tourner leur four, c'est fini. Là, vous avez la révolution. Le peuple descend dans la rue, le gouvernement va être renversé. Et croyez-moi qu'on est en train de s'en approcher. Là, on s'approche à grands pas, parce que Poutine, il ne se laisse pas faire. En France, la France est le leader en termes de centrales nucléaires. Donc, les Français sont protégés parce qu'ils ont investi massivement. Si vous voulez, même si on a la moitié des centrales qui ne fonctionnent pas, nous, on a, par rapport à la Belgique, par exemple, on est complètement indépendant. Vous comprenez? Voilà. Mais les autres pays sont... Alors là, c'est boum. C'est de plein fouet. Ils se sont pris le tsunami dans la figure de plein fouet. Vous voyez? Le peuple, là, c'est la révolution. Ça va être la révolte. Voilà.
Ça va être la révolte des classes moyennes contre les ultra-riches qui, eux, ont décidé de faire la guerre à Poutine juste pour protéger leurs richesses en Ukraine, etc. Vous savez que l'Ukraine appartient aux Américains, aux Canadiens, à quelques Australiens, aux Saoudiens, et ainsi de suite. Ça appartient pas aux Ukrainiens. Tous les Ukrainiens sont dans les hôtels 4 étoiles à Saint-Tropez, à Cannes, à Nice, en Tchécoslovaquie. Ils sont partis avec leur Porsche, avec leur Lamborghini, etc. Là-bas, il ne reste que les pauvres, hein, ou la classe moyenne. Hein. Ne l'oubliez pas. C'est le peuple, c'est la population, le pays le plus corrompu au monde. Ça a toujours été le cas, et c'est plus le cas encore aujourd'hui. N'oubliez pas, Zelensky figurait dans la liste des Panama Papers. Attendez, il figurait avec d'autres chefs d'État qui avaient ouvert des comptes au Panama, avant même, il y a des années. Je crois que le montant, c'était 8 millions de dollars ou un truc comme ça. Expliquez-moi comment il a obtenu... Enfin, bon, passons. Enfin, bon, bref, Zelensky est une prostituée américaine, et c'est pour ça qu'il a demandé son adhésion à l'OTAN, parce que, à la demande des Américains, et ça leur permet aux Américains de maquiller la planche à billets. C'est pas notre faute. C'est Poutine, il a déclenché la guerre. Nous, on va très bien, etc. Vous savez, tout mettre la responsabilité sur Poutine. Poutine n'avait pas le choix. C'est pas que je suis pro-Poutine ou pro-Ukraine. C'est parce que je fais cette revue de presse depuis 15 ans. Et la première fois que j'ai parlé de Joe Biden, c'était justement, j'ai parlé de son fils. Et je pense que c'était en 2009 ou 2012, qui était en Ukraine. Et Joe Biden, donc à l'époque vice-président, me semble-t-il, il avait nommé son fils Hunter Biden président directeur général d'une grosse compagnie d'énergie, vous voyez, ukrainienne, de gaz, de mémoire de gaz. Vous pourrez vérifier. Là aussi, je peux vous donner la capture écran pour vous confirmer ça. Donc, dans le livre de Andrew Dixon White, la crise financière française de 1789 à 1799, bon, voilà. Il donne l'hyperinflation sur l'EDF, sur l'électricité de l'époque. Alors, l'électricité de l'époque, bon, ils n'avaient pas d'électricité, ça va de soi, mais ils avaient des bougies. D'accord ? Les bougies, c'était l'électricité de l'époque. Eh bien, vous avez une hausse démentielle, hyperinflation, c'est exactement la même chose qu'on vit aujourd'hui. Et c'est à nouveau, c'est la création indue d'argent qui n'existe pas. Voilà. Si le plombier crée pour 100 € la Banque centrale n'a pas le droit de fabriquer pour 10 000 € de billets de banque. Voilà. C'était le rôle du Standard Or. C'était valable dans le monde entier. Et ceci a été totalement détruit par les Américains en 1971. Et aujourd'hui, on en paye le prix. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y a quelqu'un qui l'a très bien montré, il y a déjà 10 ans de ça, c'est le professeur Antal Fekete, avec son livre « Le retour au Standard Or ». Il a dit c'est inévitable parce que seul l'or éteint la dette. Voilà, l'or éteint la dette. Voilà. Mais maintenant, si vous fabriquez de je l'ai dit 1000 fois, donnez-moi la planche à billets, donnez-moi la photocopieuse, hein, moi j'imprime et je rachète toute la France. Je rachète tout. J'ai pas de problème. Mais c'est ce que font les Américains en ce moment. Ils ont racheté l'Ukraine. Vous voyez, pour ça qu'ils forcent les Européens à faire la guerre à l'Ukraine, c'est pour défendre leurs trucs. Mais c'est des voleurs. L'Amérique est devenue un État de voleurs. D'ailleurs, c'est simple, ils ont volé les yachts de tous les oligarques russes. C'est-à-dire qu'un Russe qui a fait fortune, c'est un oligarque, mais un Américain qui a fait fortune, c'est un businessman. Alors qu'il n'y a pas pire ordure qu'un monsieur qui s'appelle Bill Gates. Vous voyez ? Toutes les entreprises, je suis journaliste informatique, chaque fois qu'une entreprise dans l'informatique inventait quelque chose, par exemple le navigateur, hein, juste le navigateur, eh bien Microsoft arrivait derrière, mettait un navigateur pour tuer la concurrence. Ils ont toujours fait ça, ils ont été condamnés, Bill Gates a été condamné je ne sais combien de fois par les entités anti-concurrence. Voilà. Mais Bill Gates, lui, il a le droit d'avoir son yacht, machin, etc. Alors que le Russe qui a fait fortune, même de manière légale, là, on va lui voler son yacht. Voilà. Ou son avion privé, ou son hélicoptère. La France a saisi un hélicoptère, un yacht, à Cannes, enfin de plusieurs Russes. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura une grande vague de faillites et Ah oui, chômage? mais elle a déjà commencé.
Elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Mais par rapport aux autres pays européens, est-ce que la France va mieux sortir? Ying, je vous donne un exemple que j'ai eu samedi dernier. À la préfecture, à côté de la Baule, alors je ne sais plus quelle est, je crois, à Saint-Nazaire. Voilà, à Saint-Nazaire, il y a une réunion à la préfecture parce qu'ils ont été alarmés. Il y avait le crématorium. Il y a le crématorium local qui ne peut plus payer sa facture de gaz. Parce que les morts, il faut les brûler. Mais et les Allemands, c'est pareil. J'en ai parlé avec Olivier Pichon. Une chaîne de crématorium allemand, elle dit, nous, si on continue, on fait faillite, quoi. On arrête tout. Et les morts vont s'accumuler, on ne pourra pas les brûler. Donc il faut les enterrer. Hein, voilà. Mais à la préfecture, enfin, les autorités françaises à Saint-Nazaire étaient préoccupées par le fait que les crématoriums locaux puissent faire faillite. Elle dit, moi je peux pas, ou alors je mets les gens au chômage, les gens vont mettre eux-mêmes leurs morts dans le four pour le brûler, comment ça va se passer? Enfin, on vit une situation dingue, là. Hein. Non mais attendez, c'est sérieux, là, hein, c'est vraiment sérieux. C'est gravissime même ce qui se passe. Et Poutine, comme les Français fournissent l'Ukraine en armes, je ne vois pas pourquoi Poutine ferait des cadeaux aux Français. Et voilà. J'ai vu, justement, dans votre revue de presse, vous avez dit le gouverneur de la Fed, Jérôme Powell, oui. Il a dit que nous avons besoin d'une augmentation du chômage, oui. d'un ralentissement du marché bien sûr. Pour arrêter l'inflation. Oui, bien sûr. Mais, alors, il s'est passé deux choses. Il s'est passé deux choses. C'est-à-dire que le Covid, le phénomène du Covid, si vous voulez, il y a plein de gens qui ont dit, bon, moi j'arrête, finalement c'est très bien de ne pas travailler. Il y a énormément de gens qui sont morts. Entre les morts du Covid, les effets secondaires du Covid, ceux qui disent ma retraite c'est dans 2 ans, ben, je veux la prendre, j'ai plus envie de travailler, ça a nettoyé déjà le marché du travail. D'accord ? Aussi bien aux États-Unis qu'ici en France. D'accord ? Première chose. Alors, une chose importante à savoir. Aux États-Unis, ils vous disent oui, le chômage est à 3%. Et on manque de bras. C'est exact. Sauf que ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'un Américain, en général les Américains à partir de 50-60 ans, ils ont 2 voire 3 emplois. Vous avez des personnes même de 70 ans, moi je l'ai vu aux États-Unis dans les restaurants, vous avez des serveurs, des serveuses de 75 ans, vous voyez, et qui travaillent dans 2 restaurants différents. Donc c'est facile, si vous voulez, de manipuler le chiffre du chômage quand une personne fait 3 emplois différents. Sauf qu'il vous dit que ce n'est pas des emplois à plein temps, c'est des emplois à quart temps ou mi-temps. C'est pour ça leur taux de chômage. Mais bien sûr, mais bien sûr. 3%. Mais vous avez vu toutes les villes fantômes qu'il y a à San Francisco, à Los Angeles, à New York, à Las Vegas, ils vivent dans des tunnels. Bah, excusez-moi, mais ça n'existait pas encore hein, en 2007. Ça a commencé en 2007. Ça n'existait pas en 2005 encore. Toutes ces villes fantômes de clochards. Ça n'existait pas. Donc les Américains nous disent oui, formidable, notre chômage est à 3%, mais en même temps, leurs grandes villes sont cernées par des villes de vagabonds. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de chômage, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur assurance, et ainsi de suite. Voilà, donc l'Amérique est devenue une immense mensonge. C'est vraiment le mensonge, mais le mensonge va avec la fausse monnaie. C'est les premiers producteurs de fausse monnaie, avec leurs amis japonais. Mais d'après vous, pourquoi le dollar est quand même maintient, enfin, c'est toujours très fort et puissant par rapport à l'euro? Parce que il n'a pas dû le record. C'est 1 euro égale combien? 0. Oui, on va dire c'est pareil. Ça a toujours, oui, c'est 1. C'est ce qu'ils ont toujours voulu. Je vous rappelle que Giscard d'Estaing, initialement, ça devait s'appeler l'écu. L'euro devait s'appeler l'écu. Et sa valeur était... il avait voulu mettre la valeur à 6,66. J'invente rien, c'était l'époque. J'étais déjà au service économique du quotidien de Paris. Je me souviens, ça m'avait marqué d'ailleurs. Et ils ont changé au profit de l'euro. Et il y a une réunion des financiers, ils se sont dit, bon, 6,66, il y a quand même un peu apocalyptique, donc on va le mettre à 6,65. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, oui. La différence entre l'euro et le dollar, elle est très simple. Très, très simple. C'est que l'Europe n'a pas d'armée
Vous n'avez pas une armée européenne, vous n'avez pas 150 bases de militaires européens partout dans le monde, alors que vous avez 150 bases américaines répandues partout qui sont capables d'envahir n'importe quel pays, de faire des coups d'État, etc. Voilà, c'est pour ça que le dollar reste toujours la monnaie. Voilà, c'est tout. C'est grâce aux armes. Je vous donne un exemple, un contre-exemple, par inversion, d'accord? La Turquie. Voilà, parce que j'ai fait plusieurs reportages en Turquie, vous pouvez le retrouver là, onglet reportage. La Turquie, c'est l'exemple que je donne toujours. L'endettement de la Turquie est de l'ordre de 35% du pays, hein, d'accord? Et pourtant, il paraît que leur monnaie ne vaut rien, alors que leur économie est totalement saine. Les États-Unis sont endettés à quasiment 200%. Hein, enfin, ils sont complètement endettés. Voilà. Mais c'est la monnaie, paraît-il. Alors que si on prend juste des règles comptables de base, la monnaie turque devrait être une des plus puissantes parce que la puissance de votre monnaie dépend de l'endettement de l'État. Un État non endetté a une monnaie forte. Exemple, la Norvège. Voilà, la Norvège, si vous prenez la Norvège, la couronne norvégienne, c'est une monnaie solide. Voilà. Eh ben non. La Turquie, non. Parce que les Turcs ont acheté des S-400 russes, parce qu'ils sont potes avec Poutine, et donc les Américains leur sabrent leur monnaie. Ils le font exprès. Personne n'a le droit de faire la concurrence au dollar. C'est le gouverneur de la Fed du Texas, il a dit, le dollar c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Okay. Quand ils sont sortis de l'or. Voilà. En ce qui concerne le chômage, la fabrication de chômage, bien, Powell, il a dit la vérité, il a été honnête. Mais c'est ce que fait la Banque Centrale Européenne, c'est ce que font les Européens depuis 20 ans. On a besoin, si vous voulez, d'abord pour maintenir les salaires bas, on a besoin d'avoir un chômage fort. Vous comprenez? Regardez les prix entre 2007 et 2008 et aujourd'hui. Est-ce que les salaires des Français ont été multipliés par 4? Non. C'est aussi bête que ça. Vous comprenez? Donc Powell, quand il dit on va faire monter le chômage, vous savez, c'est des boutons. Parce qu'à ce moment-là, la consommation va baisser, bien sûr, parce qu'il y a tout un tas de gens qui ne pourront plus rien acheter. Et donc, du coup, les mecs, ils vont être obligés de baisser les prix pour vendre quand même, pour écouler leurs produits. Voilà. C'est aussi bête que ça. On revient, vous savez, vraiment toujours à l'essentiel. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Là, franchement, il n'y a rien de nouveau à l'horizon. Voilà. Powell n'a fait qu'être honnête. C'est d'ailleurs une des rares fois, je pense que même la première fois, où j'ai entendu un gouverneur de banque centrale être aussi honnête. Et quand on parle de la Banque centrale, pour la BCE, Banque centrale européenne, elle veut aussi lancer des monnaies numériques. Enfin, digitales. Oui, les monnaies digitales, mais vous savez, c'est un plan global. Bon, là, on revient à une interview qu'on avait faite il y a déjà quelques années ensemble sur la suppression de l'argent liquide. Bon, maintenant, vous voyez que c'est officiel. Vous avez même le patron de Free qui a décidé hier ou avant-hier, il a dit je vais aider à la suppression de l'argent liquide. Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, l'a dit il y a la suppression de l'argent liquide qui va être remplacé effectivement par l'argent digital qui va être dans votre téléphone. Sauf que Monsieur Powell, justement, ça c'était vendredi, parce qu'il y a eu un symposium sur les monnaies digitales nationales, et c'est là où ça devient intéressant. Ils ont dit qu'en fait, ça ne sera pas une monnaie anonyme. C'est-à-dire que le dollar digital, donc numérique, ne sera pas anonyme. C'est-à-dire que si votre entreprise vous paye, donc elle va vous donner, je sais pas moi, 3 000 €, et chacun de vos euros seront affectés à Ying. Voilà. Et Madame Ying, ou Mademoiselle Ying, c'est même plus joli, tiens, Mademoiselle Ying, c'est la petite chanson là. Voilà, tous les dollars de Mademoiselle Ying, quand vous allez payer quelqu'un d'autre, vous allez, je sais pas moi, au supermarché ou acheter une bouteille de vin ou de champagne, donc on va voir la trace de de là où va votre argent. Voilà. Et là, alors là, en ce qui concerne la planche à billets, alors là, ça va être magnifique. Et puis, vous savez, pour stopper toute liberté, vous avez quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le chef de l'État, vous appuyez sur un bouton,
c'est fini. Son porte-monnaie numérique, il est mort. Il peut même plus sortir de chez lui. Voilà, ils veulent arriver à la méthode chinoise, hein, grosso modo, hein, à un contrôle chinois, mais sous le contrôle, sous l'auspice du carbone, de l'énergie. Voilà. C'est là où je réponds à votre question précédente. C'est-à-dire, l'euro digital, c'est plutôt un outil de contrôle. Bien sûr, évidemment. Évidemment, ça va être, à partir du moment où il n'est pas anonyme, où on peut suivre. Vous savez, les spectateurs le savent, je fume, je suis un fumeur. Et les fumeurs savent que quand vous avez un briquet, et vous prêtez votre briquet à un autre fumeur qui lui, on garde les briquets, et lui-même va se faire voler son briquet, je me suis dit, c'est intéressant de voir le chemin d'un briquet entre différentes personnes, de voir le voyage d'un briquet de personne à personne, à personne à personne, et ainsi de suite. Ben là, c'est la même chose, mais en vrai. Comment Mademoiselle Ying a dépensé ses euros digitaux. Mais apparemment, il y a plus C'est la fin de toute liberté, c'est clair. Mais apparemment, il y a plus de moitié des banques centrales va Oui, lancer... j'en ai parlé, j'ai donné la liste d'ailleurs dans la revue de presse, vous avez même le lien sur le site officiel de la Fed, hein, de mémoire. Il y a aujourd'hui 125... Attendez, il y a soi-disant 125 pays, mais je vais faire le résumé très bref. Il y a, les Européens vont développer leur système et ils vont le vendre à tous les autres pays. Les Américains ont leur système et ils vont le vendre à tous les autres pays. Voilà, ils vont se partager le marché. Terminé. C'est simple. Vous savez, vous ne lancez pas un truc comme ça en information, c'est colossal. Et ils vont vous dire, oui, vous dépensez trop d'électricité. Alors je peux vous dire que quand ils vont mettre en marche le dollar digital ou l'euro digital, question consommation d'électricité, là, ça va doubler, ça c'est clair. Ça va être impressionnant. Donc, c'est-à-dire avec la crise financière, donc il y a plus en plus de censure et aussi plus en plus de contrôle. Bien sûr, évidemment. C'est naturel et logique. Qu'est-ce qui s'est passé, Weimar? Ça a donné Hitler. Hitler a donné lieu à amener la guerre et effectivement un contrôle total de la population. Je veux dire, le fascisme, de Berlin était absolument contrôle total. Toute personne qui pensait autrement, tout journaliste qui avait le malheur d'écrire une opposition à Hitler, était, à un moment donné, était tabassé d'abord, et ensuite envoyé en prison, voire tué. Et maintenant, on va aborder notre dernière crise, c'est la crise alimentaire. Oui. Donc, selon vous... Mais on en a parlé, on a parlé de la crise alimentaire. Tout à l'heure, oui, je vous ai parlé des boulangers. Ah, oui. Et les boulangers, ça fait partie de la crise alimentaire. C'est même le numéro 1 de la crise alimentaire. Le numéro 2, tout à l'heure je vous ai dit, il y a un numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc le numéro 1, c'est l'argent. Numéro 2, c'est le boulanger. Le numéro 3, c'est l'épicier. Voilà, donc à partir du moment où vous détruisez tout ça, ben, c'est fini. Tout part en vrille. Tout part en vrille. Et par rapport à la pénurie, c'est-à-dire là, pour le boulangerie, tout ça, c'est parce que les prix ont augmenté, le prix de l'énergie. Mais par rapport à la pénurie, est-ce que vous avez quelque chose? Parce que j'ai vu sur justement votre revue de presse, vous avez dit le feu le dimanche dernier. Ce dimanche, oui, mais vous avez raison d'aborder ce sujet. C'est pas un hasard. Pour vous, c'est pas un hasard. Ben non, c'est pas. Attendez, je suis pas le seul. Attendez, je vous dire que ça a commencé au mois de janvier de cette année. Vous avez à peu près 90 usines agroalimentaires qui ont commencé à brûler. Qui ont brûlé. C'est pas qu'elles ont commencé, elles ont carrément brûlé. Vous pouvez montrer la liste, ne serait-ce qu'américaine. Je l'ai donné, la liste, elle fait ça. Voilà. De ce qui s'est passé aux États-Unis. J'ai donné une interview au mois de juin. Je leur ai dit. Je leur dis, vous allez voir, ça va commencer en septembre, en France. Je me suis trompé, ça avait commencé la veille. Il y a eu 2-3 usines qui ont brûlé en Bretagne. Alors, c'était des élevages de poulets, enfin bon, c'est toujours des élevages, vous voyez, de viande, etc. Et là, ce feu à Rungis,
Mais c'était pas un petit feu, hein. Et puis n'oubliez pas, ça a commencé le dimanche. Dimanche, ils bossent pas à Rungis. Hein, c'est-à-dire que à Rungis, ils commencent très tôt, hein, genre 2h du matin, 3h du matin. Et le dimanche, c'est leur seul jour où ils arrivent à se reposer un peu. Voilà. Donc le fait que c'est pris un dimanche, je suis pas du tout étonné, si vous voulez. C'est la logique. Et vous allez voir, il y en aura encore plein d'autres qui vont partir en fumée. Plein. C'est que le début. Donc, vous voulez dire, parce qu'il y a aussi justement certains qui disent que la pénurie alimentaire, c'est programmé. Oui, elle est programmée. C'est pour ça, si vous voulez, que le Davos veut que vous mangiez des insectes. Voilà. Aujourd'hui, ils sont en train de nous faire la promotion des insectes. Là-bas, 2 millions de poulets. Attendez, moi j'ai vu un élevage, 2 millions de poulets. Ça a brûlé totalement. Donc, ça va mécaniquement faire monter les prix de manière à ce que ça devienne inatteignable. Et c'est pour ça que vous avez des usines aujourd'hui, maintenant ça fait 2-3 ans déjà qu'ils ont préparé le coup, pour nous proposer des insectes. Voilà, on va manger des sauterelles grillées, comme Jean-Baptiste. Voilà. Donc vous pensez vraiment Mais vous avez tous les... C'est même pas moi qui ai dit. Je veux dire, c'est Davos. C'est Bill Gates. Bill Gates veut que vous mangiez... Bill Gates va financer un programme qui transforme les crottes humaines en viande. Hein, il récupère les protéines et il refait de la viande. Et vous avez même une vidéo où il prend l'urine, il le passe dans une machine et ensuite ça le transforme en eau et il le boit. C'est le grand truc de Bill Gates, hein. C'est Bill Gates, Klaus Schwab, tout ça, c'est Davos. Mais après là, on va faire du conspirationnisme, donc c'est un autre sujet, on va dire. Là, déjà là, avec la finance, croyez-moi qu'on a déjà appliqué beaucoup de choses. Oui. Les insectes, on garde ça pour une autre fois. Donc, justement... J'ai encore très faim ce soir. Ok, donc on va bientôt, c'est notre dernière question. Justement, l'avenir est sombre, enfin, c'est-à-dire quand on pense à tout ça, inflation, la faillite, le chômage et aussi même le menace nucléaire de Poutine. Et comment on peut se protéger et se préparer? Écoutez, le 2 octobre, c'est la fête de l'ange gardien. Donc là, moi j'ai toujours invité nos spectateurs, mes lecteurs, etc. à discuter avec leur ange gardien. Comment on dit l'ange gardien en chinois? Tianshi. Comment? Tianshi. Tianshi. Voilà, Tianshi, voilà, c'est... voilà. Voilà, vous voyez que l'ange gardien existe également en Chine, hein, donc c'est pas une invention, c'est universel. Voilà, il faut discuter avec... Parce que là, à un moment donné, tout va partir en vrille, et donc c'est chacun pour soi. Exactement comme en 1940, hein, vous savez, quand les Allemands sont arrivés, la presse française de l'époque disait tout va bien se passer, il y a la ligne Maginot, ne vous inquiétez pas, les Allemands n'arriveront jamais à Paris. À la seconde où ils sont arrivés, tout le monde est parti en courant. En courant. Hein, voilà. Et bien entendu, les billets de banque qu'ils avaient dans leur poche n'étaient plus valables. Tous les billets de Banque de France, c'est terminé, c'était fini. Voilà. C'était que les pièces d'or et les pièces d'argent. Ok. Merci beaucoup, Pierre. C'est moi qui vous remercie de pouvoir expliquer vraiment, enfin, je pense clairement, les tenants aboutissants de ce qui se passe, parce que je le vois depuis... et je le dis et répète, toute utilisation de planches à billets entraîne une guerre. Voilà. Voilà. J'aurai le plaisir de vous retrouver à une signature. Ça serait bien d'ailleurs que vous veniez. J'ai une signature à côté de Charles de Gaulle, de l'aéroport, à Gussainville, je crois. Enfin, on va le voir derrière. Bon, on va le voir. Je vais vous donner parce que je n'ai pas en tête toutes les dates, etc. Ok, à très bientôt alors. Merci, j'aurai le plaisir de retrouver vos spectateurs à la dédicace d'ailleurs. Ok, super. Merci. Pierre. Merci à vous. Plus qu'un simple spectacle. Vous assistez à la renaissance d'une culture. Vous allez découvrir ce que le monde moderne n'a jamais vu. La Chine avant le communisme. La nouvelle saison de Shen Yun en live, sur scène. Réservée dès maintenant sur shenyun.com. En tournée dans toute la France. Avant le communisme, l'histoire de la Chine était glorieuse. Et s'il était possible de la faire renaître? Depuis 2006, Shen Yun fait revivre l'essence de la civilisation chinoise, profondément enracinée dans des valeurs ancestrales telles que la compassion, l'honnêteté
et la foi. Mais des décennies de destruction, d'imposture et de violence ont presque détruit les valeurs de toute une nation, ainsi que sa propre identité. Alors, comment faire renaître ce qui a été perdu dans la Chine actuelle? Au cœur de Shenyun se trouve une forme artistique ancestrale, la danse classique chinoise. Dans la danse classique chinoise, le mouvement vient du cœur. Cette caractéristique fait de la danse classique chinoise un art très expressif, sans égal pour raconter des histoires. La musique originale de Shenyun marie l'Orient et l'Occident. Et nous préservons les techniques traditionnelles à travers nos productions. Dans leur vie quotidienne, nos artistes respectent l'authenticité, la bienveillance et la tolérance, ce qui donne une plus grande profondeur à notre art. Chaque année, Shenyun présente un spectacle entièrement nouveau. Histoires inédites, nouveaux costumes, musiques originales et toute nouvelle chorégraphie. Cela est rendu possible par le dévouement de chaque artiste. Car l'objectif qui nous anime est plus grand que nous tous. Rejoignez-nous pour redécouvrir la beauté, la sagesse, l'humour et la théâtralité de 5000 ans d'histoire.